Au Moyen-Âge, le mariage n'avait rien d'un conte de fées. Malgré les images romantiques qu'on projette souvent sur cette époque, l'union entre deux personnes n'était que rarement une affaire de sentiments. C'était un contrat, une stratégie, un calcul familial. On se mariait pour sécuriser des terres, apaiser des tensions et garantir des héritiers, mais pas vraiment pour s'aimer. Dès l'enfance, les filles étaient promises, parfois dès la naissance. On les mariait à des hommes plus âgés, inconnus, choisis pour ce qu'ils représentaient, une alliance, une fortune ou bien une opportunité politique. Margaret Beaufort, par exemple, la future mère du roi Henri VII, fut mariée à 12 ans à un homme de 24. Elle tomba enceinte aussitôt, accoucha à 13 ans et faillit en mourir. Elle, Isabelle d'Angoulême, fut quant à elle carrément enlevée par le roi Jean d'Angleterre, qui la prit pour épouse alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle était déjà promise à un autre, ce qui déclencha une guerre. Et Aliénor d'Aquitaine, me direz-vous? Eh bien, elle épousa Louis VII pour des raisons purement territoriales. Leur mariage fut cependant un échec total, sans affinité ni tendresse, et se termina par une annulation, mais aussi par un séisme politique. L'Aquitaine retourna à Aliénor, changeant à jamais l'équilibre du royaume. Les fiançailles médiévales n'avaient rien de doux ni de symbolique. C'étaient des contrats en bonne et due forme, négociés entre familles, notaires à l'appui. On discutait de la dot, des terres, des clauses de séparation et même des sanctions financières en cas de rupture. L'amour, eh bien, il n'entrait pas dans l'équation. Un exemple frappant, Francesco d'Attini, un marchand florentin du XIVe siècle. Eh bien, ses lettres montrent qu'il choisit sa femme pour sa dot, sa réputation et sa capacité à gérer un foyer. Dans une de ses missives, il écrit que l'épouse idéale est celle qui, je cite, « sait garder la maison, surveiller les comptes et ne pas se plaindre ». Voilà ce qu'on attendait d'une femme mariée. La dot, justement, était la clé de tout, une sorte de garantie apportée par la famille de la mariée, argent, biens ou terres. Plus elle était importante, plus la jeune fille attirait les prétendants. Et parfois, si le mariage échouait, la dot devait être rendue, ce qui déclenchait d'âpres batailles juridiques. Ailleurs en Europe, on trouvait des variantes. À l'Est, on versait le kalim, une somme donnée par le marié à la famille de la mariée. En Islande, il y avait le mundr, un prix juridique versé par le marié qui pouvait être remboursé si la femme était maltraitée. Un système de protection minimal mais réel. Cela montre bien que le mariage, partout, était vu comme une transaction avant tout. Se marier au Moyen-Âge n'était donc pas un acte intime, c'était une décision publique, une affaire sérieuse. Pour les puissants, cela pouvait redessiner des frontières. Pour les paysans, c'était souvent une question de survie. Mais pour les femmes, c'était surtout une soumission, un destin écrit à l'avance sans qu'elles aient leur mot à dire, et aucune place, ou presque, pour l'amour. Au Moyen-Âge, se marier n'était pas seulement une affaire de famille, c'était aussi et surtout une affaire religieuse. À partir du XIIe siècle, l'Église catholique prend peu à peu le contrôle total du mariage. C'est elle qui décide de ce qu'est une union valide, et c'est encore elle qui fixe les règles, les conditions ou bien les interdits. Et surtout, c'est elle qui transforme un contrat social en un sacrement, un acte sacré, irréversible, placé sous le regard de Dieu. Ce changement se fait progressivement, puis il devient officiel avec le concile de Latran IV en 1215. À partir de là, plus de doute possible, le mariage chrétien n'est valable que s'il est fondé sur le consentement mutuel des deux époux. Sur le papier, cela semble être un progrès, mais dans la réalité du Moyen-Âge, ce consentement est bien souvent une fiction. Dans les campagnes, les seigneuries, les villages, les jeunes filles sont promises dès l'enfance, parfois à 12 ou 13 ans, et souvent à des hommes qu'elles n'ont jamais vus. Le choix ne leur appartient pas, c'est une affaire de père, d'oncle ou bien de tuteur. Théoriquement, une fille pouvait dire non. Un simple refus verbal suffisait à annuler le mariage. Mais en pratique, qui allait écouter la voix d'une enfant face à deux familles déjà unies par contrat? Un exemple frappant, Jeanne de Clisson, cette noble bretonne du XIVe siècle, est mariée une première fois alors qu'elle est encore adolescente. Elle n'a rien à dire. Son mariage est un accord entre lignées. Ce n'est que bien plus tard, après l'exécution brutale de son second mari par le roi de France, qu'elle entre dans l'histoire en devenant une pirate redoutée. Mais avant cette vie de vengeance, elle aura été, comme tant d'autres, une monnaie d'échange dans un jeu d'alliance.
L'Église, elle, se présente comme une régulatrice morale. Elle interdit les mariages entre parents trop proches jusqu'au 4e degré de consanguinité, c'est-à-dire entre cousins germains. Mais cette règle, comme tant d'autres, est élastique. On la contourne, on la suspend, on l'utilise quand cela arrange. Et parfois, on obtient une dispense directement du pape. Un bon exemple, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Louis VII. Après 15 ans de vie commune, l'union est annulée, officiellement à cause de leur parenté. Mais en réalité, le roi n'a toujours pas d'héritier mâle et ce mariage n'est plus utile à la couronne. Dans les faits, l'Église ne fait que valider ce que les familles ont déjà décidé. Elle donne sa bénédiction à des unions calculées, des accords politiques ou bien des alliances de pouvoir. Elle ajoute une couche de sacré sur un système profondément patriarcal et elle verrouille la sortie, car une fois mariée, une femme n'a pratiquement aucun recours. Si elle est battue, rejetée ou même violée par son mari, elle ne peut pas divorcer. En effet, le mariage est indissoluble. Au mieux, elle peut obtenir une séparation de corps dans des cas très rares, mais jamais la liberté. Alors non, l'Église n'a pas protégé les femmes, elle n'a pas imposé l'amour dans le mariage, elle a sanctifié une domination et sacralisé une injustice. Et elle a transformé le mot consentement en une formalité prononcée à l'autel par des enfants qu'on n'avait même pas pris la peine de consulter. Au Moyen-Âge, le mariage n'avait rien d'une affaire privée. C'était un acte public, une mise en scène sociale où chaque détail comptait, le lieu, les témoins ou bien les paroles échangées. Tout était fait pour montrer le pouvoir, la richesse ou encore l'alliance. Avant d'unir deux personnes, on unissait deux familles, deux seigneuries et parfois même deux royaumes. Et tout commençait dehors, pas dans l'église, non, sous le porche, ce que l'on appelait la porte du mariage. C'est là que le couple échangeait ses consentements devant tout le monde. Les familles, les voisins, les curieux, personne ne manquait à l'appel. Les mots étaient simples, mais lourds de consentement. Je te prends pour mon épouse, je te prends pour mon époux. Ces phrases suffisaient à rendre le contrat légal, même sans prêtre. Mais avec un prêtre et une assemblée, on scellait l'union aux yeux de Dieu. Et surtout, on coupait court à toute contestation. Parfois, une messe était célébrée à l'intérieur. Le prêtre bénissait les époux, récitait des textes, citait saint Paul. Que la femme soit soumise à son mari, que le mari aime son épouse comme le Christ aime l'Église. Mais sous les chants, sous la liturgie, une réalité beaucoup plus concrète se préparait. Tout ce cérémonial, en vérité, ne faisait qu'annoncer une chose, la nuit de noces. Même pour les mariages royaux, l'exigence était la même. Aliénor d'Aquitaine, encore elle, l'une des femmes les plus puissantes de son temps, fut mariée 2 fois. Une première fois à Louis VII, roi de France, puis comme dit précédemment, après l'annulation de cette union, au futur Henri II d'Angleterre. Ce second mariage, célébré en 1152, fut discret, presque précipité. Mais partout dans les lettres, dans les récits des chroniqueurs, on retrouve une même obsession, que le mariage soit consommé. Sans cela, il ne valait rien. Et c'est là que l'intime s'efface totalement, car cette nuit, censée marquer l'entrée dans la vie conjugale, ne se déroulait pas dans le secret. Au contraire, dans de nombreuses régions d'Europe, les invités accompagnaient les jeunes mariés jusqu'à leur lit, littéralement je veux dire, en chantant, en riant, en commentant, on les suivait en procession et puis on préparait la couche. On y déposait des fleurs, des herbes, ou bien encore des symboles de fertilité, parfois aussi un enfant. Oui, dans certaines traditions anglaises ou germaniques du XIVe siècle, on plaçait un enfant dans le lit pour réchauffer les draps, un geste symbolique censé appeler la fécondité. Et dans d'autres cas, on installait une femme mariée, déjà mère, pour porter chance. Tout cela se faisait sous les regards, les sourires, les chants, rien n'était à l'abri. Et dans les maisons nobles, l'étape suivante pouvait être encore plus troublante. Des témoins étaient parfois requis pour attester que l'union avait bien été consommée. Pas nécessairement en assistant à l'acte, mais en veillant, en écoutant, en guettant un signe, un bruit, une trace. Le matin, on attendait de voir les draps. Un peu de sang suffisait à valider la virginité de l'épouse. Parfois, on les exposait. Toutes ces pratiques n'étaient pas systématiques, bien sûr. Elles variaient selon les régions, les milieux et les époques. Mais une chose restait constante, la disparition de toute intimité. Le mariage médiéval n'était pas une affaire de cœur, c'était un véritable spectacle, une démonstration. Et cette nuit, qu'on aurait pu croire personnelle, était elle aussi sous contrôle.
Au Moyen-Âge, la nuit de noces n'était pas ce moment d'intimité que l'on pourrait imaginer aujourd'hui. C'était un passage obligé, ritualisé et surveillé, parfois même violent et presque toujours imposé, en particulier pour les jeunes filles. Dans une société dominée par l'Église et par les logiques patriarcales profondément ancrées, le mariage n'était pas un choix, mais une obligation sociale, et la nuit qui suivait la cérémonie était tout sauf une célébration. À cette époque, on ne se mariait pas par amour. Le mariage servait à transmettre un héritage, unir deux lignées et garantir la légitimité d'un enfant à naître. C'était un pacte, souvent conclu dès l'enfance, entre deux familles, rarement entre deux individus. À partir du XIIe siècle, l'Église s'impose comme le grand arbitre de ce système. Comme on l'a vu avec le Concile de Latran IV en 1215, elle pose une règle en apparence moderne. Le consentement mutuel des époux devient obligatoire. Mais dans les faits, ce consentement est souvent un simple silence, obtenu sous la pression. Les jeunes filles, parfois âgées de 12 ou 13 ans, n'ont ni la maturité ni les moyens de s'opposer. On interprète leur mutisme comme un oui, et dès lors, tout est scellé. La nuit de noces devient alors une étape redoutée, car ce n'est pas simplement la suite logique du mariage, c'est la validation charnelle du contrat. Sans consommation, pas de mariage. Sans preuve, pas d'honneur. Et pour la mariée, c'est souvent une première fois brutale, vécue sans préparation, sans explication, sans consentement réel. Dans la pensée chrétienne dominante, inspirée par saint Augustin et Thomas d'Aquin, l'acte sexuel n'est justifiable que s'il vise la procréation. Le plaisir est toléré, mais suspect. Le désir féminin, totalement ignoré, voire nié. Les femmes ne sont pas préparées à ce qui les attend, et on leur parle d'obéissance, de soumission, mais jamais de leur corps, ni de ce qu'il va subir. Leur silence est organisé, leur douleur attendue. Et cette douleur devient même un spectacle, car dans certaines familles nobles, il ne suffit pas de dire que le mariage a été consommé, il faut le prouver. Comment ? Eh bien par l'exposition des draps. Taché de sang, il atteste de la virginité de l'épouse, sans cela la famille peut être discréditée. La jeune femme rejetée, parfois renvoyée. Dans certains cas, des matrones, des servantes, ou bien encore des tantes, assistent ou contrôlent la scène. L'intime est entièrement colonisé par le regard social. La pression est telle que des traités médicaux proposent des solutions pour simuler la virginité. Des recettes à base de sang animal, de teinture ou bien encore de préparation maison permettent parfois d'éviter l'humiliation. On les retrouve dans les écrits de Trotula de Salerne ou dans des recueils médicaux comme le Regimen Sanitatis. Tout cela nous dit une chose, l'enjeu de cette nuit dépasse de loin le couple. C'est une affaire d'honneur, de réputation et de pouvoir. Mais pour certaines, cette nuit tourne au drame. Les archives nous parlent. À Norwich, en Angleterre, une jeune fille de 13 ans meurt après sa nuit de noces avec un homme de 40 ans. L'enquête conclut à un accident. À Sienne, en Italie, une épouse de 12 ans décède d'une hémorragie. Dans le Berry en France, un registre paroissial note la mort d'une noble, je cite, le matin suivant ses épousailles. Pas un mot de compassion, pas une remise en question. Même les médecins comme Guy de Chauliac, qui reconnaît que des lacérations utérines peuvent survenir lors de rapports non modérés, ne condamnent pas le système. Pour eux, la douleur est naturelle, inévitable, presque souhaitable, une forme d'épreuve, un sacrifice consenti ou plutôt imposé, et ce pour entrer dans la condition d'épouse. Et cette souffrance ne s'arrête pas au corps, elle s'inscrit aussi dans l'âme. Tes lettres, surtout en Italie du Nord, à la fin du Moyen-Âge, témoignent d'une détresse sourde. Des mots pudiques, des silences, des pleurs racontent l'angoisse de ces jeunes filles arrachées à l'enfance. Mais cette douleur, le monde ne veut pas l'entendre, elle reste dans l'ombre. Le droit canon, lui, reste implacable. Le mariage, une fois consommé, est indissoluble. Une femme battue, violée, sans recours, eh bien, elle ne peut ni fuir ni se défendre. Le seul cas prévu pour une séparation, c'est l'impuissance du mari. Et encore, il faut le prouver. La répugnance charnelle, invoquée parfois par les épouses, n'est jamais acceptée comme motif. Une femme dans ce système n'a pas de refuge, seulement des obligations. Et pourtant quelques voix rares s'élèvent, des prédicateurs, des moralistes, parfois même des confesseurs parlent de justice, d'humanité. Mais ces voix restent isolées, la machine sociale est plus forte, et pour la grande majorité des femmes du Moyen-Âge, la nuit de noces ne marque pas le début d'un amour, mais celui d'une soumission.
Au-delà de la pression sociale, de l'injonction religieuse ou bien de la peur physique, les nuits de noces au Moyen-Âge étaient aussi traversées par un monde invisible, un monde fait de superstitions, de rituels étranges, de gestes hérités des croyances païennes, que l'Église tentait d'ailleurs de condamner, mais qu'elle n'a jamais vraiment réussi à effacer. Dans les campagnes, on glissait souvent un couteau sous le matelas, pas pour se défendre, mais pour protéger. Le fer, disait-on, repoussait les esprits, les démons, ou bien encore les créatures jalouses de l'amour humain. On craignait que des entités surnaturelles ou bien des sortilèges viennent troubler l'union, provoquer une stérilité ou même la mort du premier enfant. Ce geste simple, ancestral, se transmettait de mère en fille. Dans certaines régions alpines ou germaniques, on accrochait aussi au-dessus du lit un chapelet, une branche de millepertuis ou encore une croix de cendre. Ces objets n'étaient pas purement décoratifs, ils servaient à sanctifier la couche, à éloigner le mauvais œil, à rassurer une mariée souvent jeune, inquiète, et plongée dans un monde d'obligations qu'elle ne comprenait pas toujours. Mais ce n'était pas tout, il y avait aussi le poids des dates. On ne se mariait pas n'importe quand. L'Église interdisait déjà les unions pendant le carême, l'Avent ou certains jours de jeûne. Mais les croyances populaires allaient encore plus loin. Se marier un vendredi, jour de la crucifixion du Christ, portait malheur. On disait que cela attirait les drames ou condamnait la femme à ne pas avoir d'enfants. Et certains saints faisaient peur. Saint Jérôme, par exemple, réputé austère, était associé à la solitude et à la souffrance. Dans certaines régions du Languedoc, on évitait soigneusement que la nuit de noces tombe le jour de sa fête. Il y avait aussi les astres, la lune, l'alignement des planètes. Des familles entières reportaient la consommation du mariage si les signes étaient défavorables. On consultait des almanachs et on relisait les cycles lunaires. Une union consommée pendant la lune noire, c'était une catastrophe annoncée. Un manuscrit italien du XIVe siècle affirme même qu'un enfant conçu une nuit de nouvelle lune risquait de naître muet, aveugle ou marqué de taches sombres sur tout le corps. La peur passait par le ciel. Ces croyances ne concernaient pas que les paysans. Elles traversaient toutes les couches sociales, même les ducs, même les rois. Prenons le cas de Charles le Téméraire, lors de son mariage avec Isabelle de Bourbon en 1454. La nuit de noces fut ritualisée dans ses moindres détails. Toute la cour participa à la mise au lit officielle. On accompagna les époux jusqu'à leur chambre, on les aida à se déshabiller. Et ce sont les membres les plus haut placés de la cour qui les installèrent dans le lit conjugal. Ce n'était pas une mise en scène gratuite, c'était un acte politique, une manière de montrer que l'union était réelle, que le mariage était valide, que l'enfant attendu serait légitime. Mais derrière cette théâtralité, il y avait une autre peur, celle que le mariage échoue, que le duc soit impuissant, que la duchesse soit stérile, ou encore qu'une force obscure vienne souiller l'union. Car dans l'univers mental du Moyen-Âge, l'échec conjugal n'était jamais qu'un simple accident. Il était souvent lu comme le signe d'un désordre plus profond, un sort jeté, une faute cachée ou encore une malédiction ancienne. Et face à cela, le couteau sous le lit devenait la seule protection. La nuit de noces dans la société chrétienne du Moyen-Âge n'était pas un moment d'intimité, ni même une rencontre entre deux volontés. C'était un acte légal, un devoir rituel au cours duquel la jeune épouse se retrouvait confrontée à une obligation sexuelle codifiée dans le droit. Car dès que les vœux étaient échangés, le mariage devenait un contrat sacré. Et dès qu'il était consommé, il devenait irréversible. Le droit canon ne demandait pas un consentement renouvelé de la femme. Il ne s'interrogeait pas sur son désir, ni sur son appréhension. Il suffisait que l'acte ait eu lieu. Dans ce cadre, un rapport sexuel forcé, même brutal, même sanglant, n'était pas considéré comme un viol. C'était l'exercice d'un droit. Pire, l'accomplissement d'un devoir. On appelait cela le débitum conjugal, c'est-à-dire le dû conjugal. L'homme pouvait réclamer à tout moment l'union charnelle. La femme, elle, n'avait presque aucun motif valable pour refuser, ni la fatigue, ni la peur, ni même la douleur. Seules exceptions tolérées, la maladie grave, certaines périodes religieuses ou encore un vœu de chasteté reconnu. Autant dire des cas rares. Alors dès la première nuit, une femme pouvait être contrainte, et cette contrainte, bien réelle, restait invisible. L'acte sexuel le rendait juridiquement indissoluble. Même si l'union avait été imposée, même si la femme pleurait en silence, le lien était scellé définitivement. Dans les archives ecclésiastiques du nord de la France, on trouve la trace de ces drames.
des jeunes filles mortes de blessures internes après leur nuit de noces, des cas documentés mais classés sans suite, des lignes froides dans un registre. Dans les manuels de confession, dans les sermons, les confesseurs rapportent aussi les murmures de certaines épouses, des jeunes femmes terrorisées qui n'osaient ni refuser ni parler. Leur silence n'était pas un oubli, il était imposé par la loi, par la foi et par la peur. L'Église en effet enseignait que le mariage était un remède, que la douleur de l'épouse n'était pas un scandale, mais un passage, un prix à payer pour devenir mère, pour conserver la sainteté du foyer. Des prédicateurs comme Bernardin de Sienne ou Jean Gerson appelaient les femmes à la patience, à l'humilité, et même les voix les plus éclairées n'allaient guère plus loin. Pierre Abélard, moine et philosophe du XIIe siècle, osa pourtant écrire à Héloïse. Le lien conjugal n'est pour la femme qu'un esclavage honteux. C'était rare, mais cela ne changeait rien. Cette lucidité, cette phrase isolée dans une lettre, n'a pas suffi à remettre en cause l'ordre établi. Car le corps de la femme, livré sans recours, devenait lui-même la preuve que le mariage était valide. Et la nuit de noces, loin d'être un moment de joie ou d'union, pouvait devenir une scène de dépossession, un acte imposé, un cri muet. Et dans une société qui n'y voyait ni crime ni violence, ce cri restait sans écho. Tout au long du Moyen-Âge, la nuit de noces ne se résumait pas à un simple rituel amoureux. C'était une véritable épreuve, une validation publique du mariage, un passage obligé, lourd de conséquences juridiques, religieuses et sociales. Car si cette nuit ne se déroulait pas comme prévu, c'était rarement sans conséquences, surtout pour la femme. Dans les cas où le mariage n'était pas consommé, l'union pouvait être annulée. L'Église était formelle. Seul l'acte sexuel rendait le lien indissoluble. Sans lui, le mariage n'était qu'une promesse, un contrat suspendu. Et ce contrat pouvait être rompu devant les tribunaux ecclésiastiques. Ces affaires, loin d'être rares, étaient redoutées, surtout dans les milieux nobles, où chaque mariage engageait des terres, des titres et des héritiers à venir. Si l'union échouait, on cherchait un coupable. L'homme pouvait être accusé d'impuissance, la femme de refus. Et pour trancher, on faisait appel à des méthodes qu'on qualifierait aujourd'hui d'humiliantes, comme par exemple des interrogatoires publics, des témoignages de serviteurs, ou bien encore des examens médicaux imposés. Le corps devenait une pièce à conviction. Mais tous ces drames ne finissaient pas toujours au tribunal. Parfois, le scandale était évité par des arrangements tacites. On parlait alors de séparation déguisée. Le couple faisait bonne figure, mais ne partageait plus ni le lit ni la maison. C'est ce que l'on suppose, par exemple, pour Emma de Normandie, reine d'Angleterre à 2 reprises, mariée à Ethelred, puis à Canu-le-Grand. Elle traverse les chroniques comme une présence discrète, distante. Aucun récit ne parle d'amour, peu évoque une intimité, mais tout laisse penser qu'il y eut à un moment une rupture, muette, officielle, jamais nommée. Dans les classes moins privilégiées, le silence n'était pas toujours possible. Certaines jeunes mariées, face à la peur, tentaient de fuir. Des lettres, des récits rapportent ces escapades nocturnes. Parfois, une servante aidait. Parfois, elle partait seule. Et d'autres, plus désespérées encore, allaient jusqu'à se mutiler, se brûler la main ou bien s'entailler la cuisse. Tout pour retarder l'échéance, tout pour que le corps dise ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Ce n'étaient pas de simples gestes de panique, c'étaient des véritables cris, des appels à l'aide. Mais même dans ces cas extrêmes, la honte ne retombait jamais sur l'époux. Jamais. Et si la nuit échouait, si les draps restaient immaculés, eh bien c'était toujours la femme que l'on montrait du doigt. On parlait de froideur, de frigidité, de déshonneur. Dans certaines maisons, le manque de sang au matin suffisait à déclencher les murmures. Et face aux soupçons, la famille de la mariée devait parfois se justifier publiquement, offrir une explication, fournir des preuves. Parfois, ça ne suffisait pas. Et alors, la jeune fille pouvait être répudiée, rejetée ou simplement réduite au silence. On croit souvent que la brutalité des nuits de noces médiévales ne concernait que les paysans ou bien les plus pauvres. Mais la réalité, c'est que la violence physique, symbolique ou psychologique traversait toutes les couches sociales. Simplement, elle prenait des formes différentes. Chez les nobles, chaque mariage était une opération stratégique. L'union ne réunissait pas 2 personnes, mais 2 lignées. On n'épousait pas, on fusionnait. Et dans ce contexte, la nuit de noces devenait un acte politique. Il fallait prouver, valider et montrer.
L'humiliation était codifiée, serviteurs présents, draps exposés, témoins parfois postés derrière la porte. La jeune épouse, souvent adolescente, n'avait pas son mot à dire. Elle devait simplement remplir sa fonction, être vierge, fertile et silencieuse. Chez les paysans, les apparences pouvaient être plus modestes, mais la pression restait forte. Les unions étaient arrangées par les familles, les dots négociées en nature, parfois en tête de bétail ou en sac de grains. L'Église bénissait l'union, le village entier l'observait. Et si certains couples se connaissaient mieux avant le mariage, voire s'aimaient réellement, cela n'empêchait pas les attentes, la consommation rapide, la preuve de virginité et la descendance à venir. Au Moyen-Âge, la nuit de noces n'était qu'un début. Ce que l'on attendait d'une femme, ce n'était pas seulement d'obéir ou de se soumettre, c'était d'enfanter, et si possible, le plus rapidement. Peu importait le choc, la douleur, le traumatisme de la première nuit. Dès les mois qui suivaient, parfois même quelques semaines après, les regards se tournaient vers le ventre. Était-il plein? Allait-il le devenir? Chez les nobles, où l'héritier était la clé de la lignée, la pression était constante. Une femme mariée, sans enfant, devenait rapidement suspecte, malchanceuse, stérile, voire inutile. Et si un enfant naissait, il fallait un garçon. L'attente recommençait aussitôt. La mortalité des jeunes mères était immense. On l'observe chez les Capétiens, où plusieurs princesses meurent en couche avant 20 ans. L'histoire ne retient parfois même pas leur prénom, juste la fonction qu'elles n'ont pas remplie. On pourrait croire que ces histoires de mariage forcé, de nuits imposées, de silence honteux, appartiennent à un lointain passé, à un autre temps. Et pourtant, aujourd'hui encore dans des dizaines de pays, la première nuit reste un devoir, un piège, une preuve à fournir, ou bien encore une peur à surmonter. En Inde, au Pakistan ou en Afghanistan, des milliers de jeunes filles, parfois à peine adolescentes, sont mariées chaque année à des hommes bien plus âgés, choisis par leur famille. Le mariage est scellé sans leur voix, et la nuit qui suit n'est pas une célébration, mais un passage obligé. En Afrique de l'Est, au Mali, au Niger, certaines fillettes sont mariées avant même d'avoir eu leurs premières règles. Beaucoup meurent en couche, d'autres survivent, marquées à vie. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, on pense ces pratiques révolues. Et pourtant, les services sociaux recensent chaque année des mariages forcés, organisés en secret dans des appartements ou à l'étranger. On pensait le Moyen-Âge terminé, il revient parfois par la porte arrière. Et le viol conjugal n'a été reconnu comme crime en France qu'en 1990. Jusqu'à cette date, une femme pouvait être violée par son époux sans que la justice y voie une infraction. Même aujourd'hui, la majorité des plaintes sont classées. Dans certains pays, comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, le concept même de viol conjugal n'existe pas juridiquement. Une épouse ne peut dire non. Le dû conjugal survit avec d'autres mots, d'autres silences. Et que dire des certificats de virginité ? En Égypte, au Maroc, en Indonésie, des tests sont encore exigés avant le mariage. En France, certains médecins témoignent. Des familles demandent encore à ce que l'on écrive noir sur blanc que l'hymen est intact. Parfois, on exige du sang sur les draps, comme au Moyen-Âge, comme si les corps des femmes appartenaient à l'honneur des hommes, comme si l'intimité devait encore se prouver sous surveillance. Même les rituels restent. En Turquie, dans certaines régions balkaniques ou au sein de minorités roms, la nuit de noces est encore accompagnée. Les invités attendent dehors, écoutent, guettent, vérifient. Et si rien ne se passe, c'est la honte, la répudiation, le doute public, voire le bannissement. Au final, ce qui s'est joué entre les murs des châteaux se rejoue parfois dans certains de nos immeubles modernes. Les époques, les mots ont changé, mais le poids sur les épouses reste le même. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.